D'abord, je voudrais remercier Isabelle et Mathieu pour l'invitation. Et aussi, c'est un plaisir de parler à côté d'Étienne. Et ça va changer, c'est-à-dire que je vais parler en fragnol. Je suis arrivé hier, alors les premiers jours, pour moi c'est terrible pour le français. Changer la langue, c'est pas facile. Alors s'il y a des corrections tout le temps, il faut corriger, ça pose pas de problème pour moi. Et en plus, c'est pas facile de réagir, improviser une réaction face à la... C'est pas conférence introductoire, c'est la présentation introductoire d'Étienne. Et additionnellement, je vais parler à partir de la Colombie. Alors c'est compliqué, c'est le français, c'est la Colombie et c'est aussi la communication d'Étienne, beaucoup de choses ensemble. Aujourd'hui, on fait une transition en Colombie à partir du processus de paix. C'est-à-dire, on essaye de changer une société conditionnée par les conflits armés et conditionnée par la violence extrême et de construire, on utilise les mots, une société en paix, pacifique. C'est-à-dire, si on peut utiliser les concepts, on essaye de faire le transit, le passage entre la violence extrême, toutes les violences extrêmes, et la civilité, en principe. Oui, mais ce n'est pas vrai. D'abord, quel type de violence extrême on a vécu en Colombie? Et sont différents les violences extrêmes. Il faut faire la différenciation entre les violences extrêmes. Oui, je pense que oui. D'abord, on a vécu toutes les formes de la violence extrême politique. Toutes. Et on pourrait dire qu'on a vécu l'élimination physique de l'ennemi à partir de l'État, mais aussi à partir de la guérilla. On a vécu aussi l'anéantissement de la résistance partout en Colombie. C'est-à-dire, c'est la répression contre les mouvements sociaux, les organisations sociales en général. On a vécu aussi, d'un point de vue politique, la réversion du désir de conservation, c'est-à-dire il faut vivre la vie misérable, c'est mieux que la mort. Mais aussi, on a vécu la désutilité de la violence comme moyen et comme fin. On a vécu tous les types de violences. Et les statistiques de la mort sont très claires en Colombie. Plus de 6 millions de victimes, plus de 4 millions de déplacés internes, plus de 200 000 personnes assassinées. C'est-à-dire, on a vécu la violence politique. Mais à côté de la violence extrême politique, on a vécu aussi la violence économique. C'est comme ailleurs. C'est-à-dire la réprimarisation de l'économie et l'exploitation des ressources naturelles contre la vie des populations entières. Ce sont des ressources pour la vie des populations, des indigènes, par exemple, mais pas seulement des paysans. C'est la réprimarisation de l'économie. C'est aussi la marchandisation violente des biens communs, qu'on appelle des biens communs. Par exemple, l'éducation, toute l'éducation et surtout l'éducation supérieure. On a vécu aussi l'accumulation primitive permanente, parlait Étienne,
c'est toujours présent en Colombie, surtout sur la terre. L'appropriation violente de la terre, la violence politique a servi pour l'appropriation violente de la terre. Et additionnellement, dernier point, on a vécu la violence sociale et la violence culturelle. Les principales victimes de la violence du conflit armé en Colombie sont des femmes. Des victimes pas seulement pour l'élimination, mais pour le changement de la vie, de toute la vie. Mais aussi, bien sûr, la population indigène et les mouvements populaires. Il y a une violence culturelle et sociale. Une violence qui vient du pouvoir et du contre-pouvoir, qui vient de l'État et de la guérilla. Alors, c'est la violence extrême en général. Et on a décidé en Colombie, les FARC, les Forces armées révolutionnaires de la Colombie, la guérilla la plus grande de la Colombie, de signer un accord de paix où on fait la négociation uniquement de la violence politique, c'est-à-dire une partie de la violence économique, mais la négociation est la négociation surtout de la violence politique. Et on a eu un accord entre le gouvernement et la guérilla qu'on ne pouvait pas négocier le modèle de développement, c'est-à-dire qu'il fallait accepter la violence économique et essayer de changer la violence économique à partir de l'action politique. On s'est trompé, on se demande, s'il n'y a pas de différence entre la violence extrême, entre les violences extrêmes. Est-ce que la décision en Colombie, on s'est trompé, c'était une décision terrible pour la guérilla et pour la société colombienne? Je dirais que non. Et en plus de ça, on a vécu aussi une démocratie, c'est-à-dire la Colombie est une démocratie, avec un état d'exception pendant plusieurs années juridique, mais après un état d'exception politique, c'est-à-dire sans recourir au droit. Il y a des différences entre l'état d'exception juridique et l'état d'exception politique. Je ne peux pas parler de ça, mais on a vécu ça. La décision a des rapports avec les effets de la violence extrême politique différents aux effets de la violence extrême économique. La violence extrême politique implique surtout l'élimination de l'action et de la possibilité de changer une situation, c'est-à-dire est adressée contre l'action. C'est la répression absolue de l'action. On ne peut rien faire face à la violence. La violence économique, c'est la violence contre une forme de vie, contre la vie même. Mais on a toujours la possibilité de l'action. Toujours. Et ça a été important pour la décision en Colombie. C'est maintenir, récupérer la possibilité d'une action plus libre, une action politique pour changer la société, mais accepter l'existence d'une violence économique et négocier de cette façon. Mais la situation de la Colombie est une situation
où la violence était visible. On a reconnu la violence. Je me rappelle, il y a 10 années, on a invité un prof de l'université de Louvain. Et le prof a dit, oh, des militaires partout, ça c'est insupportable. Insupportable. Je ne sais pas comment les Colombiens supportent la présence des militaires partout. J'ai dit, oui, c'est la démocratie mélangée avec l'état d'exception, mais ça c'est possible, l'état d'exception est contre la démocratie, etc., etc., etc. M'a donné une leçon sur la démocratie, la vraie démocratie, la civilité. Aujourd'hui, je venais avec Mathieu, et les militaires dans la gare de Midi, mais ça c'est incroyable, c'est-à-dire, c'est le cas de la Colombie généralisée, c'est à côté de la démocratie, la violence extrême, parfois extrême, parfois extrême. On a l'habitude d'opposer violence et pouvoir. C'est-à-dire, et c'est Hannah Arendt qui a fait l'opposition surtout des violences et pouvoir. Mais dans la politique réelle, il n'y a pas d'opposition entre violence et pouvoir. Luhmann a dit, je pense qu'il a raison, que le pouvoir implique la modalisation de la violence, toujours. Alors, la chose la plus importante dans l'analyse de la violence, c'est de changer la relation entre pouvoir et violence. C'est-à-dire entre gouvernement, orientation des actions des autres et violence. On est en train de changer en Colombie la relation entre pouvoir et violence. Réduire la violence politique implique, dans des termes d'Étienne, civiliser. Je n'aime pas les termes sans connotation, signification coloniale, mais ça va. Civiliser la politique colombienne, civiliser une partie de la politique colombienne pour ouvrir la possibilité de civiliser l'économie colombienne. Mais ça, c'est pas évident non plus. C'est-à-dire, il y a une liaison très étroite entre la violence politique et la violence économique en Colombie. Ce ne sont pas des violences séparées. Avec la violence politique, on a changé toute la vie économique de la Colombie. On s'est approprié de la terre, on a exploité les ressources naturelles et l'extractivisme à partir de la violence politique, c'est-à-dire il y a une liaison. Mais en plus, on a fait le travail politique pour la violence économique. Ça a été fait en Colombie. Il y avait toujours, dans les statistiques de la mort, une diminution des violations des droits humains après l'appropriation du territoire. Et le gouvernement disait, ah, la situation en Colombie a amélioré. Non, c'est pas ça. Des acteurs politiques ont le contrôle sur le territoire, les paramilitaires ou l'État. Alors, la violence politique a fonctionné, a bien fonctionné pour la violence économique. En plus, additionnellement, ce n'est pas seulement la violence politique légale, mais ça fonctionne aussi avec la violence politique illégale. Et ça continue.
c'est l'existence des groupes paramilitaires. C'est l'existence de ce qu'on appelle en Colombie les BACRIM, les bandes criminelles. C'est l'existence aussi du narcotrafic. Et le narcotrafic très lié à l'accumulation primitive, originaire. Mais c'est la même chose dans le monde. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est concentré en Colombie. Mais on est en train d'expérimenter la même chose partout dans le monde. C'est la liaison entre la violence extrême, politique, légale et illégale, la violence économique, mais aussi l'état d'exception partout normalisé. Je disais, la violence était visible en Colombie. Je me demande si la violence est visible partout. Je me demande si en Europe, la violence est visible, la violence interne. Pas seulement la violence politique, mais aussi la violence économique. On parlait de la violence, avec Galton, de la violence structurelle. Et on disait non, ça c'est pas violence. C'est pas la même chose, la violence structurelle et la violence politique. Il faut reconnaître la violence politique, mais pas les structurelles. Mais il y a une violence structurelle, il y a une violence économique partout, ici et ailleurs en Colombie. La réflexion qu'a fait Étienne sur la violence, toute la réflexion, amène à penser un problème que je pense qu'il n'est pas pensé, Mathieu a dit, a travaillé ça, en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Le problème de la violence face au problème de la justice. On assiste à une époque de violence en Europe, de l'émergence de la violence comme un problème. Il faut parler et réfléchir sur la violence aujourd'hui en Europe, pas seulement en Colombie. C'est seulement les problèmes à nous ou c'est les problèmes à vous? Partout. C'est la guerre civile mondiale dans les rues de Paris, ou de Bruxelles, ou de Londres. C'est la mondialisation de la guerre civile. Et c'est parti de la mondialisation de la guerre civile. On dit c'est le terrorisme, oui, c'est vrai. Mais on n'a pas parlé avant du terrorisme d'État, du terrorisme de la colonisation. On n'a pas analysé le terrorisme de la colonisation partout. A existé le terrorisme aussi officiel de l'État et avec une violence de l'État à côté de la démocratie. L'Europe a vécu le terrorisme d'État à côté de la démocratie ou aux marges. La réaction est une petite réaction, vraiment pour réfléchir sur la violence. Il y a beaucoup de réflexions sur la démocratie, sur le pouvoir, bien sûr, mais peu de réflexions sur la violence et sur l'état d'exception généralisé, sur la guerre civile mondiale, sur l'apartheid mondial aussi. Mais aussi, il faut faire la différence. Je pense que ce n'est pas la même chose, la violence politique que la violence économique et la violence sociale. Que si on a de la liberté politique, on a la possibilité de changer la violence sociale et la violence culturelle et économique. Si on n'a pas de la liberté politique, ça c'est impossible. Pour la Colombie, l'objectif a été
et c'est l'objectif de la négociation de paix, conquérir à nouveau la violence, la liberté politique. La violence, on a construit assez de violence. La liberté politique pour aspirer à changer la violence économique. Mais ce n'est pas clair. Et parfois, l'espoir n'est pas clair non plus. C'est-à-dire, il y a la possibilité vraiment de changer dans un pays comme la Colombie la violence économique, où c'est un défi mondial. C'est un défi de l'action mondiale, pas d'un pays. À nouveau, l'internationalisme, je ne sais pas. Ce sont des petites réflexions sur la violence et les différences entre les types de violence. Il y a beaucoup de choses à parler, la relation entre violence et civilité, mais je pense qu'il faut penser la violence dans le monde et pas seulement les territoires de la violence dans le monde. Merci.